Salut les confinés, j'espère que vous allez Bonjour. bien. Ça fait maintenant 16 jours qu'on est confinés, 16 jours qu'on est chez nous, 16 jours qu'on réfléchit tous ensemble, tous les jours ou presque sur l'actualité et qu'on essaye de dégager un peu les grandes pistes et les grands espoirs qui se dégagent de cette crise du coronavirus. Mais face aux espoirs, j'ai aussi pu constater certaines craintes et notamment un article de Marion Messina ce matin dans Quartier Général, qui est un média en ligne sur Internet où elle explique qu'elle a peur que le monde, et notamment la société française, ne se soit empêtré dans une discipline autoritaire et ne profite de cette crise pour rentrer dans une discipline de surveillance généralisée, de surveillance des masses et de renforcement du pouvoir autoritaire. Donc on est clairement dans la stratégie du choc de Naomi Klein, selon lequel le système capitaliste profite des grandes crises sanitaires, etc., et des grandes crises écologiques pour renforcer son pouvoir. Et est-ce que vous avez peur, vous, qu'on s'enferme là-dedans? C'est une peur qu'on peut toujours avoir. C'est une peur parce que c'est la facilité de mettre la cloche sur les libertés publiques pour contrôler ce que les gens pensent. Parce que là, je pense qu'il y a eu aussi une perception, y compris de la part du gouvernement, d'un mécontentement général sur la gestion de cette crise, que finalement, seules des contraintes supplémentaires et une manière plus stricte de mettre la contrainte sur la population permettra de maintenir, quoi. Donc, c'est une vraie dérive potentielle. D'autant que ce ne sera pas non plus tout à fait la première fois que le pouvoir profite des crises pour faire régresser les libertés publiques. Je vous rappelle qu'après les attentats en 2015, le gouvernement Valls avait fait voter une loi dont tout le monde se souvient sur la surveillance généralisée, qui était déjà une lourde régression en matière de liberté publique et qui est passée réellement comme une lettre à la poste. Donc c'est bien connu et à chaque fois qu'il y a des grandes crises comme celle-là, et celle que nous traversons est quand même assez considérable, il y a une logique qui consiste à faire régresser un certain nombre de libertés, de libertés publiques, c'est très clair. Moi, ce qui me fait craindre, c'est surtout que lorsque Macron a mis en place le comité d'analyse, de recherche et d'expertise, le 24 mars dernier, il s'entoure de scientifiques et de médecins au sein de ce comité. Mais c'est avant tout un comité qui est chargé de réfléchir sur le fait de tracer et de pister les individus. Donc au début, on ne savait pas si on parlait des personnes contaminées par le Covid-19. Puis au final, on a dit bah, ça serait bien d'analyser tous les déplacements et géolocaliser la population. Après, on nous explique du côté de l'exécutif que c'est uniquement à partir sur de la collecte de données anonymes. Mais bon, on ne sait pas entre qui ou quoi peuvent retomber potentiellement ces données anonymes. Donc, le traçage peut être généralisé si jamais le pouvoir ne met pas de garde-fou, donc ce qui sera un recul énorme sur nos libertés fondamentales. Et surtout, bah, c'est de quoi vont en sortir ces négociations au sein de ce comité par l'exécutif. La CNIL et les défenseurs des droits l'ont déjà rappelé, attention à cette collecte anonyme pour ne pas violer les libertés individuelles qui sont malheureusement en jeu aujourd'hui. Et puis, il y a, dans ce que tu viens de dire, Marius, il y a aussi un aspect que tu as d'ailleurs montré dans l'article que tu as écrit dans l'Homme moderne sur la question, qui est que la Commission européenne a demandé à avoir ces données. Et là, il s'agit de données qui sont des données massives. On est sur des données de millions de personnes. Et à partir du moment où ce genre de données se promènent, sur lesquelles nous n'avons aucune certitude concernant l'anonymisation, eh bien, on a toutes les craintes de voir ces données atterrir, on ne sait trop où, et en tous les cas, on peut deviner où, notamment auprès des GAFA. Et là, effectivement, on est sur une habitude prise de surveillance généralisée, systématique, là, au nom de la protection sanitaire. C'est toujours comme ça qu'avancent les régressions et avancent les restrictions aux libertés. Là, c'est une atteinte très très forte au caractère anonyme, supposé anonyme des données qui ne le seront plus en fait. L'inquiétude, elle est surtout sur le Comité européen de la protection des données, où vous avez beaucoup négocié le
le règlement général de protection des données du 25 mai 2018, où c'était censé protéger les données des utilisateurs, le traitement, est-ce qu'il faut donner, pour que nous, on donne notre consentement aux entreprises qui vont utiliser nos données, eh bien, ce comité européen, dès le 19 mars, donc il y a déjà une quinzaine de jours, avait donné son feu vert à ce traçage. Donc on nous explique encore une fois au niveau de la Commission européenne que ça serait pour le début des données anonymes, mais on ne sait très peu où est-ce qu'elles vont atterrir, nos données, et j'ai bien peur que ce soit entre de mauvaises mains, notamment celles des GAFA, comme tu l'as dit, Frédéric. Je vais essayer de pas trop faire l'avocat du diable, mais vous connaissez comme moi la colère que je peux avoir contre ce gouvernement et l'irresponsabilité que je pointe depuis le début de cette émission et qu'on pointe tous ensemble dans leur gestion de la crise. Maintenant, il y a une question qui me vient quand même, et je pense qu'elle peut venir à certains autres citoyens, c'est comment on fait pour délimiter la limite entre tout ce qu'on peut faire pour lutter contre la crise, parce qu'on a appelé dès le début à des mesures plus fortes, et tout ce qu'on ne peut pas faire. Est-ce que finalement, on pourrait pas se dire, nous qui appelons depuis le début à avoir des mesures plus fortes, à avoir une gestion de la crise qui est plus importante et plus conséquente, comment on peut derrière dire, ah bah non, ne faites pas ça parce que c'est trop conséquent, ce sont des mesures trop fortes. Comment, à votre avis, on délimite cette frontière? C'est une super bonne question. Pour moi, elle est super intéressante et elle se télescope en fait avec la confiance qu'on a. Parce que quand on abandonne une part de sa liberté pour récupérer une part de sécurité, puisque là on est clairement en train de faire une balance entre la liberté et la sécurité, on ne peut le faire de manière intelligente, entre guillemets, à mon avis, que envers des gouvernants en qui on a confiance. Le problème de ce gouvernement, c'est que une grande partie de la population, et j'espère de plus en plus, ont perdu confiance. Alors, la gestion de cette crise a mis en lumière la quantité énorme de mensonges qu'ils ont pu nous dire. Ça le fait éclater au grand jour, mais ça fait très longtemps qu'ils nous mentent et qu'ils racontent n'importe quoi et qu'ils nous prennent pour bien plus bêtes que l'on est. Le problème, c'est une question de confiance. Si je renonce à une part de ma liberté pour avoir une meilleure sécurité et puis pour sortir de cette crise sanitaire, ben, je ne peux le faire sereinement qu'envers des gens en qui j'ai confiance qu'effectivement, ils ne vont pas utiliser mes données pour faire autre chose et de manière anonyme et pas de manière individuelle, etc. Aujourd'hui, on en vient finalement à ne plus rien croire, même peut-être des choses auxquelles il faudrait quand même qu'on croie, parce qu'on n'a plus confiance dans la parole de ce gouvernement. Donc cette limite-là, elle est très fragile, je crois. Et puis moi, je crois beaucoup, en tous les cas, c'est peut-être ma formation ou ma déformation de juriste qui me le fait penser. Il y a quand même le respect des procédures qui permet, en tous les cas, de tracer les frontières dont tu parlais à l'instant, Sacha. C'est-à-dire que des collectes de données dont on sait qu'elles vont être supprimées par la suite, ça permet effectivement d'être en confiance. En tous les cas, de se dire, bon, pour l'instant, on en a besoin dans un domaine limité dans le temps, et après, on détruit. Or, là, à chaque fois que ce genre de choses s'est vu, ça a été fait, on n'a jamais les procédures derrière pour limiter dans le temps l'usage des données. Et quand tout à l'heure, j'indiquais que la Commission voulait vérifier elle-même ce que les États avaient fait, etc., là, on rentre dans quelque chose où on ne peut plus avoir confiance, en effet. Pour reprendre cette notion que tu évoquais à l'instant, on ne peut plus avoir confiance parce qu'il n'y a plus de certitude de ce que les données vont rester anonymes et de ce que les données ne vont pas s'éparpiller dans la nature. Et à partir de là, dès lors qu'elles s'éparpillent dans la nature, eh bien, là, on peut très bien prendre l'habitude d'avoir des pouvoirs qui, au prétexte de gérer notre sécurité, sont devenus ou deviennent totalement intrusifs dans notre vie quotidienne. C'est une bataille qui ronge depuis très longtemps les États, on va dire, cet arbitrage, comme tu le disais, Laure, entre liberté et sécurité. Hein, ayant également une formation de juriste, on nous a toujours bassiné, nous, en tant qu'étudiants, qu'il fallait peut-être abandonner un peu de sa liberté pour sa sécurité. Mais c'est vrai qu'on le voit à chacune de ces crises, que ce soit une crise sanitaire comme l'on vit actuellement, ou une crise économique, ou même
d'autres types de crises, les gouvernements toujours en profitent pour faire reculer l'état de droit, pour faire reculer les libertés fondamentales. Là où je pense, vaudra mieux le faire progresser. C'est vrai qu'on l'a vu, comme le citait Frédéric, par rapport à, suite aux attentats de 2015 et la loi du renseignement qui avait été votée, je ne comprends pas pourquoi on va vers plus de sécurité, alors qu'au contraire, si on allait vers plus de liberté, vers plus de défense de l'état de droit et établir des véritables principes démocratiques pour donner et permettre aux citoyens d'avoir un réel contrôle sur les décisions des gouvernants, pour retrouver plus de liberté. Mais c'est vrai que cet arbitrage liberté-sécurité est toujours en faveur de la sécurité, à mon goût. Et là, en tout cas, fait, nous, on n'a vu que ça, quoi. Ouais. Là, ce qui se joue quand même, c'est la possibilité massive pour les gouvernants de contrôler nos allées et venues. Je rappelle quand même que la liberté d'aller et de venir est une liberté fondamentale qui, historiquement, est une des toutes premières inscrites dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On est quand même sur quelque chose qui remonte à 1789, la Grande Révolution, dont on est toujours en train de nous rappeler comment elle était glorieuse. Et finalement, c'est ça qu'on est en train de remettre en cause. Faut pas se tromper. On est à ce niveau-là de remise en cause de nos libertés fondamentales. Et du coup, rapidement, parce que le temps presse, j'aimerais bien savoir aussi ce que vous pensez de ce que nous, en tant que citoyens, on peut faire face à ça. Comment on peut se protéger, comment on peut protéger notre vie privée, notre liberté, et comment on doit réagir face à ce gouvernement qui semble profiter de la crise pour nous contraindre un petit peu plus. On n'emmène plus son téléphone portable quand on se promène. Bien paramétrer ses appareils, je pense. C'est vrai qu'après, éviter de trop poster, passer plus par des cercles privés au lieu de passer par des grands cercles publics ou des grandes discussions où toutes nos données peuvent être récupérées. Puis également, en parler, prendre conseil auprès des professionnels du droit. Il y a pas mal d'avocats et de magistrats qui ont fait des tribunes ces derniers jours pour dénoncer les atteintes à l'état de droit, comment mieux protéger nos données, se rapprocher d'associations comme la Quadrature du Net ou la Ligue des droits de l'homme, qui sont également très en phase sur ces questions-là, mais vraiment essayer de se protéger au maximum pour qu'on continue de vivre quand même. Le but n'est pas de s'arrêter, parce que le but, je pense, derrière, qui est poursuivi par les gouvernements, c'est à la fois une mise à plat de l'état de droit, mais c'est également faire en sorte, c'est bon, on a les citoyens sous la coupole, maintenant ils ne peuvent plus dire ça, ils ne peuvent plus faire comme bon leur semble, et on les a bien amadoués. Mais voilà, se protéger, prendre conseil auprès de personnes qui connaissent le sujet. Moi, je dirais que la réponse, elle est essentiellement politique aussi. C'est-à-dire que il y a tout ce que tu viens de dire, de tout ce qui vient d'être dit. C'est vrai que dans nos habitudes quotidiennes, il faut que nous ayons davantage l'habitude du cryptage, que nous ayons davantage l'habitude de ne pas laisser traîner nos données. Mais on sait bien que même de manière très involontaire, on le fait quoi qu'il arrive. Mais il y a aussi le combat politique, c'est-à-dire qu'il faudra et il faut absolument mener un combat politique. Le jour d'après ne pourra pas être, la société que nous connaîtrons ne sera pas la même. Le jour d'après sera absolument essentiel, et de notre capacité derrière à nous mobiliser politiquement après le confinement dépendra le monde dans lequel nous serons. Et c'est aussi de nos combats que nous arriverons, de nos combats politiques, pour sortir ces gouvernants. Il y a d'une part sortir ces gouvernants, et à partir de là, on pourra changer les pratiques, effectivement. Parce que c'est bien de se protéger, c'est bien de crypter, il faut le faire, il faut impérativement le faire, mais le combat, il est d'abord un combat politique de toute évidence. Bon, merci les amis pour cette discussion très riche et qui nous a permis de mettre en lumière encore une fois la dangerosité et le cynisme de ce gouvernement et de tous les gouvernements qui malheureusement sont aujourd'hui à l'œuvre. Mais voilà, comme on l'a dit, la réponse est essentiellement politique et c'est à nous, citoyens, de reprendre en main notre destin, et c'est ce qu'on commence déjà à faire en recréant de la solidarité durant cette période de confinement, et c'est ce qu'on continuera à faire pour la suite, on peut le promettre. En tout cas, voilà, comme tous les jours, ou en tout cas comme tous les jours où on sort un épisode, la bise aux soignants, la bise à tous ceux qui sont en première ligne, qui sont sur le front. Bon courage à tous les confinés, et à bientôt pour de nouvelles discussions. Merci. À À bientôt, bientôt. Camille. À bientôt. À bientôt. Salut.